Bonjour à toutes et à tous. Je suis très honorée d'être parmi vous aujourd'hui et je remercie sincèrement la RAF de son invitation. Je vais épargner à nos collègues anglo-saxons mon épouvantable accent anglais, mais bien entendu, je pourrais leur répondre dans leur langue maternelle s'ils le souhaitaient pour des questions. En complémentarité avec les deux précédentes interventions brillantes, j'éviterai autant que possible la théorie et les cas de réussite flagrante. Et donc je me concentrerai sur des choses terre à terre, sur la mise en œuvre pratique et les questions très communes qui se posent lorsqu'on souhaite mettre en place une régulation incitative. Alors, la régulation incitative où? Dans le cas de l'électricité, alors comme vous le savez, le secteur de l'électricité comme du gaz a été ouvert à la concurrence. Les producteurs comme les commercialisateurs sont donc en concurrence, mais restent les gestionnaires de réseau, donc les opérateurs de réseau, transport et distribution d'électricité, qui sont en monopole. Contrairement aux télécoms, par exemple, l'activité de réseau en monopole représente une part très significative de la chaîne de la valeur ajoutée, puisque cela représente une petite moitié de la facture hors taxe d'un consommateur final, ou environ 14 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel. Et la régulation de ces monopoles de réseau est une des missions historiques, je dirais même la mission historique de la CRE, qui est le régulateur de l'électricité et du gaz, et qui a été fondée par la loi de 2000. Quelle est la compétence tarifaire de la CRE? Alors, je vous ai mis le texte. Ce qui m'a semblé particulièrement intéressant, c'est les deux points que j'ai surlignés en gras. Les méthodes utilisées pour établir les tarifs sont fixées par la CRE. C'est grâce aux dernières lois, aux dernières directives européennes qu'il revient aux régulateurs et aux régulateurs seuls de fixer les tarifs. Précédemment, le régulateur l'élaborait et il le proposait au ministre. C'est donc aujourd'hui le régulateur et le régulateur seul qui fixent les tarifs d'électricité et de gaz pour la partie réseau. Et comme vous le voyez également en gras, le régulateur, la CRE, peut prévoir un encadrement pluriannuel d'évolution des tarifs et il peut également prévoir des mesures incitatives appropriées, tant à court qu'à long terme, pour encourager les gestionnaires de réseau à améliorer leur performance, notamment en ce qui concerne la qualité de l'électricité, à favoriser l'intégration du marché intérieur de l'électricité, la sécurité d'approvisionnement et à rechercher les efforts de productivité. Donc voilà le cadre dans lequel on travaille. Rien de très surprenant, améliorer les performances et favoriser l'intégration du marché, ce qui est une des missions principales du gestionnaire de réseau de transport d'électricité. À ce stade, je ne décrirai pas le process d'une price review, puisqu'elle est totalement identique dans sa méthodologie pour les réseaux électricité à la CRE que ce que Richard a présenté tout à l'heure. Je voudrais juste insister sur un élément. Je vais organiser ma présentation en deux temps. Le niveau des tarifs est fixé pour couvrir les coûts des gestionnaires de réseau. Et voilà le point que je souhaitais faire. Couvrir les coûts des opérateurs, et le règlement européen dit dans la mesure où ils correspondent à ceux d'un gestionnaire de réseau efficace. Alors voilà tout l'art et toute la subtilité du travail. Couvrir des coûts, ça, il suffirait de prendre les comptes des opérateurs, dans la mesure où ils correspondent à ceux d'un gestionnaire de réseau efficace. Qu'est-ce que c'est que les coûts d'un gestionnaire de réseau efficace? Alors, il pourrait n'y avoir que les économistes autour de la table et le sujet serait presque facile. Mais il y a quelques techniciens et il y a surtout des juristes. Et en particulier, il y a en particulier le Conseil d'État, donc l'instance suprême en France pour juger de ces sujets-là, qui a rendu dans une décision récente les éléments suivants, enfin qui a décidé dans un élément récent que le régulateur devait modifier le tarif s'il ne respectait plus cette règle de couverture des coûts
au prix, je cite, d'un écart significatif. Donc le tarif doit couvrir les coûts, il peut s'en écarter à condition que cet écart ne soit pas trop significatif. Par exemple, si l'évolution des coûts était telle que le tarif, par exemple, l'évolution défavorable des coûts était telle que le tarif ne couvrait plus les coûts. Alors, pour vous donner un élément d'actualité, nous sommes dans une période de consultation publique sur la régulation incitative d'un grand projet de 5 milliards d'euros, les compteurs communicants en distribution électrique. Donc la question implicite, à laquelle nous n'aurons que de réponse s'il y a saisie du juge, que se passerait-il si au lieu de 5 milliards d'euros, le projet coûtait significativement plus? Jusqu'où le régulateur peut aller dans le partage avec les consommateurs des pertes liées à ce projet-là? Est-ce que le régulateur peut avoir une régulation incitative très dure et laisser 100% des coûts supplémentaires, par exemple, au-delà de 5 milliards d'euros, à l'opérateur? Vous aviez dit que vous le faisiez en 5 milliards d'euros. Si ça coûte plus cher, tant pis pour vous. Est-ce qu'on peut les partager? Et si oui, jusqu'où? Ou est-ce que, au-delà, par exemple, de quelques centaines de milliers d'euros, donc de quelques centaines de millions d'euros, le tarif devrait, par décision du juge, être augmenté? Et inversement, si, par fait extraordinaire, le gestionnaire de réseau, sur ce cas-là ou sur d'autres cas, venait à augmenter très significativement sa productivité, jusqu'où le régulateur pourrait laisser le tarif identique et faire donc bénéficier à l'opérateur d'une marge bien plus significative. Toute cette question-là pose la question de la confiance. Alors évidemment, dans un univers anglo-saxon, il y a un contrat, ça se respecte. En France, au-delà des contrats, il y a la loi, et la loi, ça se change. Tous les ans, nous avons eu, depuis 2000, une loi nouvelle sur l'énergie, gaz, électricité ou les deux. Voilà. Ce contexte étant donné, la régulation incitative, pourquoi? Je vais développer le reste de mon propos donc en deux temps. Le temps classique et le temps qui, pour nous, est plus récent. Le temps classique, c'est l'incitation de l'opérateur pour améliorer ses performances, diminuer ses coûts, améliorer la qualité, et ce, malgré l'absence de pression concurrentielle. C'est bien pour ça que le régulateur est là. Et un deuxième temps, orienter les décisions de l'opérateur pour mieux les aligner avec les intérêts de la collectivité. Je prendrai un exemple, qui sont les interconnexions électriques développées par RTE, le gestionnaire de réseau de transport. Donc passons maintenant aux incitations, entre guillemets, classiques, puisque nos amis anglais, et nos amis en particulier du régulateur anglais de l'électricité Ofgem le font depuis des années et des années. Comment le régulateur français s'y est-il pris? Alors je ne rappellerai pas le principe très simple qui vous a été réexposé. Il me paraissait important juste de souligner que, comme a dit Martin Cave tout à l'heure, il n'y a pas que des incitations financières qu'il faut prendre en considération, mais également des incitations de réputation. À titre d'exemple, le deuxième tarif d'électricité, de réseau d'électricité, avait identifié des coûts de gestion. Donc le tarif était fixé non plus comme une variable globale, mais identifiait plusieurs composantes, et notamment une composante de gestion, la gestion clientèle. Et c'est comme ça que les grands consommateurs d'électricité ont découvert que RTE dépensait 7 000 € pour gérer quelques visites par an. Et comparant cela, évidemment, avec leur propre gestion clientèle, se sont offusqués. Ces coûts ont été réaménagés depuis. Donc, le principe, quand on parle d'incitation financière, est simple. On fixe le niveau des coûts à couvrir et on assure, s'il y a bien cette confiance, à l'opérateur que s'il optimise ses coûts, le surprofit pourra être, pendant la période tarifaire, conservé par l'opérateur. Évidemment, pour que 100% des surprofits ne soient pas indéfiniment gardés par l'opérateur, qu'il y ait un intérêt pour le consommateur, à la période tarifaire suivante, le tarif est recalé au niveau des coûts. Et donc, c'est à ce moment-là, au moment de la période tarifaire suivante, que le consommateur en bénéficie. Est-ce que ça marche? Oui, bien sûr, ça marche. Par exemple,
toujours pour le réseau de transport d'électricité, on a mis en place une régulation incitative dans la 3e période tarifaire sur l'achat des pertes, puisque le réseau de transport d'électricité donc, achète par la loi les pertes qu'il a sur son réseau, les pertes électriques. Et nous avions donné des bonus qui étaient calculés en fonction de la différence entre son coût d'achat et le coût d'achat que l'on appellerait en français d'un bon père de famille. C'est-à-dire s'il achetait, c'était un peu plus sophistiqué que ça, mais un peu tous les jours, les mêmes quantités. Il ne considère pas les prix de marché, il achète un peu tous les jours. Évidemment, c'était un peu plus complexe, mais néanmoins, ce qui est à noter, c'est que la première année, RTE a réussi un bonus par rapport à ça, et puis il s'est enhardi. L'année suivante, il a eu 2 fois plus de bonus, et il s'est encore enhardi dans sa gestion, et l'année suivante, il a encore doublé son bonus. Alors même, je me souviens que le patron de RTE de l'époque avait trouvé que la régulation incitative que l'on mettait en place était absolument invraisemblable, puisque, s'agissant quand même pas vraiment du métier de base du gestionnaire de réseau, puisque c'était acheter des pertes, donc acheter de l'énergie sur le marché, quand même pas son métier, nous avions fait une régulation totalement asymétrique. S'il gagnait, donc s'il achetait ses pertes moins chères qu'un bon père de famille, on partageait 50 pour l'opérateur, 50 pour le consommateur, tout de suite. Et s'il perdait, c'était tant pis pour lui. C'était tout pour... toutes les pertes étaient à partir d'un certain plancher pour l'opérateur. Et malgré cela, il semble qu'ils aient trouvé le bon ajustement entre prise de risque et gain. Alors bien sûr, le schéma réel est un petit peu plus complexe puisque on a un profil de tarifs qui évolue comme l'inflation moins un facteur de productivité. Sur la période tarifaire dite numéro 3, en distribution, c'était inflation moins 1%, et la période tarifaire actuelle, inflation moins 0,4%. Alors qu'est-ce qui est difficile? Parce que ça a l'air, somme toute, extrêmement simple. Il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'il faut accepter qu'il y ait un risque. Alors le cost plus, c'est facile, il n'y a pas de risque. Ni pour l'opérateur, ni pour le consommateur. Mais il n'y a pas de gain non plus, ni pour l'un, ni pour l'autre. Si l'on se trompe dans le paramétrage de la régulation incitative, qu'on exige des gains de productivité trop élevés, alors il y a un risque pour l'entreprise. Un risque de ne pas atteindre même la cible de revenus, de rémunération, calculée par le régulateur. Et puis, le niveau de récompense, si on a fixé les choses de manière trop souple, il y aura un excès de profit. Et ça, en France, c'est vraiment, vraiment pas possible. Et malgré tout, le régulateur est assez démuni, puisque si l'on invente la régulation incitative, c'est bien qu'il y a une asymétrie d'information. Nous n'aurions probablement pas besoin de régulation incitative s'il n'y avait pas d'asymétrie d'information. Alors, pour donner un exemple d'asymétrie d'information, ERDF avait... nous avons souhaité mieux connaître les coûts des gestionnaires de réseau, mieux connaître les bons modèles de régulation incitative qui existaient, mieux connaître les coûts des autres opérateurs en dehors de France, etc., etc. Mieux connaître également ce que les régulateurs fixaient comme rémunération pour les opérateurs. Et la somme de toutes ces études nous a coûté quasiment un demi-milliard d'euros. Alors évidemment sur plusieurs années, bien entendu, pour 5 ans, et puis ce sont des choses qui ensuite, je dirais, se mettent à jour, et donc coûtent beaucoup moins cher, mais néanmoins, l'asymétrie d'information, si on veut la diminuer, pour ne pas trop se tromper sur les cibles de coûts, c'est délicat. Et ça demande des ressources. En temps de disette budgétaire pour les États et également pour leurs autorités de régulation, c'est un vrai sujet. Et puis il y a une prise de risque, il y a un pari. Pour la période de régulation actuelle, ERDF, le gestionnaire de réseau de distribution principal en France, nous a dit le meilleur de tous nos efforts possibles, c'est
inflation plus 0,3%. En dessous, vous mettez en péril la sécurité du réseau. Vous serez tenu responsable moralement de toutes les coupures, etc., etc. Eh bien, nous l'avons quand même fixé à inflation moins 0,4% et non pas inflation plus 0,3% pour tout un tas de facteurs, parce qu'on considérait qu'il y avait des possibilités d'amélioration, mais il y a quand même une dose de pari. L'entreprise peut-elle aisément surestimer ses dépenses prévisionnelles? Oui, et pas forcément celles qu'on croit. Par exemple, RTE, donc le gestionnaire de réseau de transport, avait remarquablement négocié sa cible, donc son budget prévisionnel, pour les impôts et les taxes. Ils étaient plus au courant que nous d'un projet de réforme qui n'était encore pas public, de transformation d'un impôt. Et ils ont eu plusieurs dizaines de millions d'euros de gains, puisque nous avions fixé la cible à 100, qui était le montant de l'impôt depuis les 20 dernières années, et l'impôt a été diminué par 2, alors même que rien n'avait été public en plein milieu de période tarifaire. Faut-il alors le mettre dans la cible tarifaire, dans la cible de ce qui est considéré comme maîtrisable? Comprenez que diplomatiquement, c'est un peu compliqué de considérer ouvertement que l'opérateur maîtrise son taux d'imposition. Est-ce qu'on peut négocier des cibles de productivité en étant toujours très ambitieux, en disant l'opérateur arrivera à faire mieux? C'est évidemment toujours compliqué dans la négociation. Néanmoins, parfois, on a des surprises. Par exemple, ERDF, lors de la dernière période tarifaire, je vous l'ai dit, on avait fixé une cible pour laquelle ils avaient vraiment dit qu'on allait, on allait vraiment mettre le réseau à plat. Inflation moins 1%. Ils ont fait inflation moins 2%. Alors, je pourrais m'enorgueillir de la qualité de la régulation. Il faut avouer que parfois, je me prends à penser que derrière le régulateur qui fronce les sourcils, mais une régulation incitative très sévère, il y a peut-être caché l'ombre qui plane de l'actionnaire. Et qu'il est possible que la régulation incitative tacite de l'actionnaire qui impose, par exemple, que les investissements soient limités à l'autofinancement, contrairement aux demandes du régulateur. Peut-être que cette pression de l'actionnaire est encore bien plus puissante que celle du régulateur, mais je devrais néanmoins être très sûr de la capacité du régulateur. Et bien sûr, je n'ai rien dit, c'est grâce au régulateur si le gestionnaire de réseau a battu sa cible. Et puis, bien entendu, tout ça a un coût, puisque qui dit plus de risques dit aussi meilleure rémunération. Et je vous citais tout à l'heure le cas de ERDF et du projet de compteur évolué. Le projet que nous avons en consultation publique aujourd'hui prévoit une rémunération supplémentaire de 3%, puisque les cibles de productivité et de tenue des délais nous semblent assez exigeants. Alors, comment mettons en place sur certains paramètres? Comment fixe-t-on la cible de productivité? Comment évite-t-on une détérioration du rapport coût-qualité? Est-ce qu'il faut s'appuyer sur le passé? Et puis, quelle forme doivent prendre les pénalités? Donc, je vais rapidement balayer les 4 points. Alors, vous avez vu déjà tout à l'heure qu'il fallait définir une cible de productivité. Nous aurions aimé fixer une cible TOTEX, c'est-à-dire sur l'intégralité des coûts. Pourquoi? Parce que ça évite de ne le fixer que sur les OPEX et donc laisser les CAPEX en pass-through, ce qui, normalement, la théorie nous dit, conduit au surinvestissement. Alors, c'est quand même un peu enquiquinant parce que nous avons plutôt constaté, depuis que la Creux existe, un sous-investissement. La théorie se serait-elle trompée ou serait-ce l'ombre de tout à l'heure qui plane? Eu égard à la limite, aux investissements limités que l'on constate, nous avons préféré éviter une régulation sur le volume d'investissement, le nombre de kilomètres de ligne par exemple, et nous nous sommes limités à une régulation incitative sur les coûts unitaires d'investissement, le coût en millions d'euros par kilomètre de ligne. Et nous incitons également sur les OPEX
en ayant exclu certains OPEX jugés non maîtrisables, comme je le disais tout à l'heure, comme les impôts et taxes, dont on peut parfois se poser des questions sur le caractère non maîtrisable. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'à la période tarifaire précédente, nous avions laissé dans les OPEX maîtrisables des redevances. C'est une sorte d'impôt et taxe, mais qui est lié à un contrat entre le gestionnaire de réseau et les collectivités locales. Et il s'est trouvé que les redevances ont été bien mieux auscultées, bien mieux analysées par le gestionnaire de réseau, qui a exclu beaucoup de dépenses des collectivités locales qui étaient traditionnellement payées par les tarifs de réseau, parce qu'il savait que toute augmentation de ces charges lui serait imputée. Se pose aussi la question de l'intégration des nouvelles charges, parce que le schéma classique de régulation incitative se fait dans un contexte stable. Vous dépensiez 100, vous dépenserez désormais que 90, parce que vous ferez des améliorations de productivité, et la période tarifaire suivante fixe le tarif à 90. Ça, c'est bien quand rien ne change. Or, en électricité, en ce moment, tout change. On va y revenir. Donc, comment intégrer des charges nouvelles ? Ça peut être des choses très simples. Par exemple, un nouveau décret fixe une nouvelle obligation pour ERDF de faire une cartographie complète de tous ces réseaux à 1 mètre près. C'est quelque chose qui n'existe, à ma connaissance, presque nulle part dans le monde. Et ça va potentiellement augmenter les investissements ou les OPEX de montants très significatifs. Comment le fixer alors qu'ils ne l'ont jamais fait ? Nous avons donc exclu cette charge des OPEX dits maîtrisables. Donc quand on veut ne pas inciter sur les CAPEX, il faut à minima mettre en place une surveillance de la politique d'investissement. Ça existe pour nous en transport pour RTE, puisque la CRE approuve le programme d'investissement de RTE et également examine son plan d'investissement à 10 ans, comme tous les régulateurs de l'électricité en Europe. Mais nous n'avons rien de tel pour la distribution, pour des raisons d'exception française peut-être, mais des raisons historiques. Et les collectivités locales souhaitent avoir une part importante de la maîtrise des investissements dans la distribution électrique, ce qui fait que les incitations ne nous permettent pas de suivre la politique d'investissement. Nous avons bien entendu mis en place une régulation incitative de la qualité, et donc nous évitons que le nombre de minutes coupées augmente. Nous faisons même une pression pour qu'il diminue, mais nous avons, à contrario, pour RTE, mis en place ce qu'on a appelé des indicateurs avancés, c'est-à-dire pas seulement quelle est la qualité d'aujourd'hui, mais quels sont les indicateurs qui me permettent d'anticiper la qualité de demain. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce sont, j'imagine, comme les voies de chemin de fer, des investissements à cycle très long, et qu'on pourrait arrêter toute maintenance, tout investissement pendant 5 ans, 7 ans, peut-être même 10 ans, et la qualité diminuerait que très progressivement. Mais par contre, au bout de 10 ans, elle continuerait à se dégrader, même si on relançait massivement les investissements. Et donc ces indicateurs avancés, par exemple, d'âge du patrimoine, l'âge moyen des ouvrages augmente-t-il ? Ça, nous l'avons mis en place en transport, mais pas en distribution, puisque la loi ne prévoyait pas que nous puissions le faire. Et puis au surplus, parce que ça demande beaucoup de moyens. J'ai parlé des moyens d'études, donc des budgets de consulting tout à l'heure, mais aussi de moyens humains. Les moyens de l'OFGEM, donc de notre homologue anglais, sont 2 fois plus importants que les nôtres sur la partie tarification. Et les moyens de nos collègues allemands sont 4 fois plus importants. Donc, bien entendu, nous sommes plus smart, mais néanmoins, nous ne pouvons quand même pas en faire tellement plus. Comment fixe-t-on le niveau de performance ? Je l'ai déjà vu. On l'a dit rapidement, la première chose, c'est d'aller voir ce qui se passe ailleurs, faire des comparaisons. Alors, comparaison nationale, l'inconvénient, c'est qu'en France, on n'a que des opérateurs nationaux. Donc, pour comparer avec l'opérateur du nord de la France, de l'est de la France, de l'ouest de la France ou du sud de la France, c'est pas possible. Donc, on va se comparer à l'extérieur.
Mais alors évidemment, à l'extérieur, ils n'ont pas le même statut du personnel qu'en France, qui est un statut très spécifique dans les entreprises électriques et gazières. Il n'y a pas nécessairement la même densité de population, il n'y a pas le même politique d'investissement historique. Par exemple, en Allemagne, les réseaux sont plus enfouis, ou en France, ils sont plutôt sur des poteaux ou des lignes électriques aériennes. Donc ça rend les choses plus difficiles à comparer. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, ça coûte très cher. Les régulateurs de l'électricité ont mené au niveau européen une étude, il y a un an, de comparaison des coûts des gestionnaires de réseaux de transport, assez approfondie, à l'initiative du régulateur allemand. Et ça a coûté une petite moitié de milliards d'euros encore, à répartir sur l'intégralité des régulateurs. Mais si l'on veut faire des études extrêmement pointues, extrêmement approfondies, et en comparant des choses comparables, et non pas vraiment en pouvant entrer dans les détails de où est la performance moindre, c'est extrêmement complexe. Voilà. Je vais finir cet élément-là avec deux transparents. Le premier, pardon, je suis allée trop vite. Le premier pour vous rappeler qu'en électricité, tout bouge. Alors ça doit être vrai pour tous les secteurs. C'est particulièrement vrai pour l'électricité depuis quelques années, avec par exemple le développement de production d'énergie renouvelable sur les réseaux de distribution qui changent le taux de perte sur les lignes. Donc des pertes électriques sur les lignes ne sont évidemment pas les mêmes selon qu'il y a production ou pas production sur les réseaux de distribution. Et donc les incitations à diminuer le nombre de kilowattheures de pertes, en plus de l'incitation à acheter mieux ces pertes, celle-ci nous a semblé trop difficile à mettre en œuvre, et d'ailleurs le régulateur anglais l'a arrêté depuis que le volume d'énergie renouvelable sur les réseaux de distribution a augmenté. Et puis nous entrons tout simplement dans un nouveau cycle d'investissement plus largement, donc nouveau raccordement de producteurs sur les réseaux basse ou moyenne tension, et puis au-delà de ça, compteurs communicants et tous les smart grids en général qui rendent la photo d'aujourd'hui difficilement comparable avec les photos d'hier. Et donc, comme je disais, pour finir, sous quelle forme peut-on verser ou comptabiliser les pénalités ? Alors, il y a une forme classique. Le tarif est à 100, les coûts en fin de période sont à 90, et donc je diminue le tarif. Donc c'est des hausses, des bonus ou des malus sur l'ensemble du tarif. Mais il nous a semblé aussi important, eu égard à la conclusion que Martin Cave donnait tout à l'heure, de mieux impliquer les consommateurs, et en particulier les petits consommateurs, de donner des signes tangibles. Et donc, par exemple, lorsque le gestionnaire de réseau a rendez-vous avec vous pour relever votre compteur, ou a rendez-vous avec vous pour quelconque opération qui ne peut se faire qu'en se déplaçant, s'il est en retard ou s'il ne vient pas au rendez-vous, il vous doit une pénalité. Cette pénalité n'entrera pas dans un grand tout du tarif. Elle sera payée à vous, précisément, qui avez perdu 2 heures, puisqu'il n'était pas là. Alors, ça nous semble particulièrement important dans un pays comme la France où les associations de consommateurs, que nous avons la chance de rencontrer régulièrement, sont nettement moins bien gréées, moins bien outillées que dans les pays anglo-saxons, en nombre d'associations, de taille significative, en impact sur le consommateur particulier. Et lorsque nous discutons avec eux du tarif réseau, au mieux, ils se disent raisonnablement, un petit peu intéressés, et au pire, j'ai le souvenir d'une réunion de concertation où le gestionnaire de réseau avait une position à 100% défavorable aux consommateurs. Nous avions une réunion avec les consommateurs pour faire comprendre aux gestionnaires de réseau que cette position n'était pas tenable. Le lendemain, réunion avec le régulateur, les associations de consommateurs et le gestionnaire de réseau, le tout béni par des membres du Parlement, d'autres instances représentatives. Et, à ma grande surprise, les associations de consommateurs ont changé d'avis et se sont dit qu'il ne fallait pas pénaliser injustement le gestionnaire de réseau et que c'était très difficile pour lui de mener cela à bien. Donc,
Avant de passer au deuxième point qui sera plus bref de ma présentation, je voulais juste montrer combien la régulation incitative est un processus d'adaptation permanente et d'amélioration. Peut-être pas, comme Martine l'a dit, un processus cyclique où on a l'impression qu'on revient au point de départ à chaque fois. Mais moi, je le verrais plutôt comme un processus d'amélioration continue. Par exemple, parce qu'il faut collecter des informations et que plus on en collecte, plus on diminue la symétrie d'information. Et donc, plus on diminue progressivement la rente qu'il faut laisser aux gestionnaires de réseau pour obtenir de la productivité. La collecte d'informations, ça se fait au fur et à mesure. Par exemple, nous n'avons pu mettre en place, dès notre deuxième période tarifaire, une régulation incitative sur la qualité d'alimentation électrique que parce que nos prédécesseurs étaient clairvoyants, prudents et astucieux et avaient mis en place les indicateurs. Avant même de faire une régulation incitative, ils avaient trouvé les bons indicateurs, collecté les informations qui font que quand on a mis la régulation incitative en place, on disposait déjà d'un historique. Et puis, on fait la même chose, désormais. La régulation incitative, la période tarifaire actuelle, nous avons décidé, pour la période tarifaire actuelle, de collecter des informations sur les coûts unitaires dans les investissements de distribution en vue d'une régulation incitative pour la période tarifaire suivante. Et puis, bien entendu, nous durcissons les cibles au fur et à mesure, nous les rendons de plus en plus contraignantes. Par exemple, la qualité d'alimentation électrique, au sein même de la période tarifaire, le nombre de minutes de coupure qui est accepté comme cible diminue au fur et à mesure de quelques minutes par an. Et nous avons un partage de gains, de bonus-malus qui se durcit également dans le temps. Alors nous avons vu là les schémas classiques de régulation incitative, d'amélioration des performances, et puis je voulais faire, avant de finir, un éclairage, vous apporter un éclairage sur un point qui sort un petit peu du cadre classique, qui est une incitation à faire. Alors il y a la première incitation à faire, ça c'est très typiquement français. On a souvent ces réactions-là, et même au sein des instances dirigeantes de la CRE parfois. C'est dans les missions du gestionnaire de réseau dans la loi, il doit donc faire. Alors c'est vrai, ils ont raison, ils ont même juridiquement raison, et en pratique, il ne se passe rien. Il ne se passe rien soit parce que personne n'a de pouvoir de sanction, ça c'était le cas jusqu'à il y a un an. Alors évidemment, ils ont une obligation de faire, mais il n'y a pas de sanction. Alors forcément, ça ne marche pas très bien. Alors aujourd'hui, il y a une sanction, et on peut sanctionner, c'est un principe qui ressemble beaucoup à l'autorité de la concurrence, mais qui est interne à la CRE. On peut sanctionner jusqu'à 10% du chiffre d'affaires consolidé monde du groupe. Alors là, je ne sais pas si les juges vont se sentir tout à fait à l'aise pour mettre en œuvre des sanctions de ce montant-là. Et donc, il y a d'autres solutions, peut-être moins nobles, qui sont de mettre une régulation incitative. Alors, il y a la première manière de mettre de la régulation incitative qui marche très bien. C'est celle de mes collègues gaziers. Si on vous paye plus, est-ce que vous faites? Un peu plus? Non, on ne fait pas. Moyennement plus? Non, on ne fait pas. Beaucoup plus? OK, on fait. Et donc, les principaux axes de réseau de transport de gaz ont reçu des incitations de plusieurs pourcents supplémentaires par rapport au taux de rémunération de l'ensemble des autres ouvrages. 1, 2, 3, parfois plus dans des cas très particuliers. Et là, je vous garantis, l'opérateur fait. Ça devient particulièrement rentable. Disons que ce sont des projets assez peu risqués, à des taux ressemblant presque à des investissements risqués. Donc là, ça marche. Mais probablement par manque d'humilité, je n'ai pas eu envie de copier l'exemple de mes collègues gaziers. Et donc, nous avons essayé de mettre en place une méthode un peu plus économique et donc de partager. Alors, comment peut-on partager? Eh bien, sur le cas des interconnexions électriques, nous avions une chance, c'est qu'il existait un indicateur économique. Alors, pourquoi déjà voulions-nous que le gestionnaire de réseau investisse dans des interconnexions électriques?
Alors d'abord parce que c'est indispensable pour le marché européen de l'électricité et que le marché européen de l'électricité, c'est écrit au fronton du régulateur. Ensuite, parce que c'est très utile pour fluidifier le marché, améliorer la sécurité d'approvisionnement, etc., etc. Et parce que, pour le gestionnaire de réseau, c'est plus difficile à faire qu'un autre investissement, tout simplement parce qu'il faut être deux. Et tous ceux qui sont mariés dans la salle savent de quoi je parle. Donc, nous voulions stimuler les réalisations de projets d'interconnexion au-delà de ce que le gestionnaire de réseau faisait lui-même. Et nous avons utilisé comme indicateur le surplus. C'est-à-dire que lorsque vous avez une interconnexion, vous allez pouvoir échanger de l'électricité d'un pays à un autre. Et donc, il y a un consommateur dans un pays qui va pouvoir acheter de l'électricité moins chère dans l'autre pays qu'il ne l'aurait acheté dans son pays. Et symétriquement, un producteur dans le deuxième pays qui va vendre de l'électricité plus chère qu'il ne l'aurait vendue dans son propre pays, ou d'ailleurs qu'il n'aurait pas vendu. Et donc, cette somme des avantages individuels, si je les additionne, fait un surplus collectif. Et donc, nous avions décidé de fonder notre incitation en calculant ex ante puis ex post un surplus probable ou un surplus constaté par la création de l'interconnexion et puis de partager entre le gestionnaire de réseau et les consommateurs. Eh bien ça avait le mérite d'être économique, ça avait le mérite d'être mesurable, ça avait le mérite de partager. Eh bien, ça n'a plu absolument à personne. Il a donc fallu réexpliquer, et notamment mes collègues gaziers disaient « Mais je ne comprends pas pourquoi vous ne donnez pas juste des points de base supplémentaires. » Nous, on voudrait donner des points de base supplémentaires lorsqu'on a la preuve que ça a servi à quelque chose. Et donc, nous avons été obligés, je ne vous passerai pas tout en détail, nous avons été obligés de décomposer notre surplus en étapes intermédiaires. Alors, rassurez-vous, le tout est cohérent, et si vous additionnez tout, vous retombez sur le surplus collectif. Mais nous avons été obligés, pour que ce soit plus compréhensible, pour que ce soit plus acceptable, de fixer une prime ex ante au moment de la décision, puis une prime variable en fonction de l'écart entre le budget réalisé, entre le coût effectif et le coût prévisionnel, puis une autre prime sur les délais, puis une autre prime, etc., etc. Et donc, ce que je voulais montrer par là, c'est que Martine a beaucoup développé le besoin de se fonder sur des outputs, et je le rejoins complètement. Le surplus, c'est exactement l'output. Je me fiche de savoir si c'est dans les délais, si c'est pas cher, si c'est exactement là où on veut. J'ai un outil de mesure, mais dans le cas précis où on a voulu mettre en place cet outil de mesure, il a été jugé, et pourtant il n'y en avait qu'un. Ce n'était pas complexe. Il y avait un indicateur, mais c'était un indicateur économique et les non-économistes n'apprécient pas forcément ce genre d'indicateur. Et par contre, ça semblait beaucoup plus simple pour les industriels et même pour les consommateurs d'avoir une prime sur les délais, une prime sur le budget, une prime sur est-ce qu'on fait l'investissement au bon endroit, etc., etc. Voilà, donc pour conclure, je voudrais juste dire une chose. Comme vous l'avez vu, la régulation incitative, c'est un processus qui s'inscrit dans le temps, d'amélioration continue, qui nécessite de s'adapter aux situations changeantes, qui demande des ressources, ce qui est un vrai challenge aujourd'hui, et qui demande, et ce sera probablement mon mot de la fin, énormément d'humilité pour ceux qui le mettent en place. Merci de votre attention.